Christian Estrosi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. 4974 personnes en réanimation en France. Le pic de la deuxième vague dépassé. 89% des services de réanimation occupés. Malades Covid et malades non Covid. Christian Estrosi, on attend maintenant des décisions du président de la République. Il pourrait s'exprimer demain soir. Qu'attendez-vous de lui? Des décisions fermes maintenant? Je ne sais pas, moi, un reconfinement, qu'attendez-vous? Ce que j'attends, c'est de la clarté. Oui. Parce que sans clarté, il ne peut pas y avoir d'efficacité. Nous voyons bien que depuis quelques jours, il y a une hausse qui est de plus en plus prononcée. Vous venez de rappeler les chiffres. Beaucoup de lits sont à saturation dans nos hôpitaux et gagnent progressivement les régions qui, jusque-là, ne faisaient pas l'objet de mesures particulières. Bon. Donc tout ça est préoccupant. Ça veut dire que les règles qui ont été édictées ne sont pas comprises par manque de clarté et donc problème d'efficacité. Prenons l'exemple des écoles. Depuis quelques jours, on nous dit premier enfant atteint par le Covid, on ferme la classe. Vous voyez un peu la désorganisation dans les familles, les enfants. On vous appelle au boulot, faut quitter le boulot, venir récupérer votre enfant, puis on ferme la classe. Bon, moi je demande depuis plusieurs jours qu'il y ait deux mesures qui soient prises. Vacciner tous les enseignants et les personnels des écoles, les ATSEM comme on dit, et en même temps, systématiquement, puisque maintenant on a ce test salivaire qui est non invasif, chaque enfant qui arrive à l'école, on fait le test salivaire, en quelques minutes on a le résultat. À partir de là, ça réglerait les choses. Et nous voyons bien que nous allons sans doute vers un confinement beaucoup plus large, en tout cas un vrai confinement, là où on n'était pas dans un véritable confinement, parce que je ne vois pas comment, avec la hausse que nous connaissons, nous pourrions passer à travers. Oui, vous dites nous n'allons pas y couper, confinement, et la fermeture des écoles. Est-ce qu'il faut maintenant avancer les vacances scolaires, tout simplement, comme le demande Valérie Pécresse et bien d'autres? La fermeture des écoles, elles se ferment toutes seules, les écoles. Se ferment toutes seules. Oui, donc, elles se ferment autant toutes seules, les fermer, alors. Un enfant touché par classe, on ferme la classe. Mais c'est catastrophique de fermer une école. C'est catastrophique de fermer une école. Oui, c'est catastrophique. Nous avons aujourd'hui des études très claires, psychotraumatiques, qui démontrent très clairement que ça n'est pas sans conséquences sur les enfants, avant d'être aussi sans conséquences sur les familles. Donc on avance tout de même les vacances. Moi, je ne vais pas dicter les règles. Non, je vous dis ça parce que... Non, vous n'avez pas dicté les règles, mais vous dites que ce n'est pas clair. Mais qui est clair dans tout cela? Je demande. Pour que ce soit plus clair, il ne faut pas que tout le monde dise sa petite phrase, et je ne vais pas dire la mienne ici. Je me suis toujours appliqué depuis le premier jour, en mars 2020, que je sois d'accord ou pas, à la marge, c'est si difficile, vous savez, c'est si facile de commenter et si difficile de prendre des décisions. Donc simplement, chaque fois que le gouvernement a pris des décisions, j'ai veillé à ce que ma collectivité soit exemplaire et qu'elle suive, même si j'avais une différence d'appréciation. Donc je ne vais pas dire ce matin, il faut faire comme ceci, plutôt comme cela, parce que naturellement, c'est très difficile, mais... Simplement, la seule chose que je demande, ce sont des mesures claires et applicables par tout le monde. Bien, mesures claires, applicables par tout le monde. Emmanuel Macron semble... Il va peut-être changer d'avis. Effectivement, nous allons attendre la décision de ces prochaines heures ou de ces prochains jours, mais pour l'instant, il reste sur sa ligne. Est-ce qu'en politique, il vaut mieux s'adapter ou s'obstiner ? Je vous dis ça parce que c'est très commenté. Son comportement, son attitude, ses décisions sont très commentées. Non, mais je comprends parfaitement qu'on essaie de rester sur le fil du rasoir. Oui, c'est ce qu'il essaie de faire. En se disant si on peut sauver l'économie et en même temps éviter que la maladie ne se propage. Mais malheureusement, est-ce qu'on savait au mois de décembre qu'on prendrait un variant britannique qui serait 70% plus contagieux et 64% plus dangereux. Donc naturellement, ce que vous imaginez en décembre par rapport à ce qu'on connaissait d'un Covid, qui n'est d'ailleurs plus là, c'était celui de 2020, et on voit bien qu'il est de nature différente aujourd'hui et qu'il frappe les gens de plus en plus jeunes. Mais puisqu'on parle par exemple de gens de plus en plus jeunes, si j'avais une suggestion à faire, ce serait que maintenant qu'on a atteint un niveau de vaccination des plus de 75 ans et qu'on a commencé les plus de 70 ans,
qu'on pense aux actifs. Les enseignants, vaccinons-les. Les caissières des grandes surfaces. Oui, les salariés de grandes surfaces, oui. Ceux qui sont en première ligne pour faire tourner l'économie, protégeons-les. Aujourd'hui, il faut presque plus penser à protéger l'activité après avoir protégé nos plus anciens. Naturellement que les plus fragiles, ceux qui sont atteints de comorbidité, doivent l'être. Mais nous savons que les vaccins arrivent de plus en plus nombreux. Ça y est, on me les annonce. Et je salue le fait que le gouvernement tienne le respect de sa montée en puissance de la vaccination. J'ai une plateforme qui a déjà vacciné à près de 14% la population de notre métropole parce que nous avons une bonne logistique locale. Et là aussi, faisons confiance aux collectivités d'ailleurs. Justement, la vaccination, un nouveau centre de vaccination va ouvrir à Nice. Oui. Un vaccinodrome, à quel endroit? Moi, je n'aime pas le terme vaccinodrome. Non, bon, enfin, un immense centre de vaccination. Non, mais nous avons déjà 4 immenses centres de vaccination puisque j'ai une capacité de faire 50 000 vaccinations par semaine sur toute la métropole, c'est les 49 communes de la métropole de Nice-Côte d'Azur. On nous donne aujourd'hui, ce qui est déjà beaucoup plus conséquent qu'au début, environ 10 000, 12 000 vaccins par semaine. Vous savez, le fameux week-end booster. Oui. On a fait 13 000 vaccins en 48 heures. Ça veut dire qu'on peut en faire 50 000 par semaine. J'ai même demandé à pouvoir disposer du Spoutnik, puisque alors nous justement, procurer. Un nouveau centre de vaccination, à quel endroit, Christian Estrosi? C'est un grand gymnase qui va s'ajouter. Quel gymnase? C'est un gymnase qui est dans le quartier nord de Nice, dans un quartier qui nous permet géographiquement, après le Zénith qui est à l'ouest, après le parc des expositions qui est à l'est, après le théâtre de verdure qui est au sud, de pouvoir avoir une bonne répartition géographique. Vous avez demandé donc la possibilité d'utiliser le vaccin russe Spoutnik. Quelle réponse? Pour l'instant, on nous dit... pas d'autorisation. L'Union européenne est en train, la Commission est en train d'étudier ça pour voir s'il peut y avoir une validation au mois de juin. Je dis qu'aujourd'hui, tout ce qui peut nous permettre de monter en puissance, alors que ce vaccin est utilisé dans 48 pays dans le monde, et qu'il semble, d'après toutes les études scientifiques, avoir fait ses preuves... Vous pourriez l'acheter, c'est l'État qui achète les vaccins. C'est l'Union européenne qui achète les vaccins. Sur le Pfizer, sur le Moderna, sur l'AstraZeneca, sur le Johnson & Johnson, ce sont des commandes européennes. Oui. Comme il n'y a aucune commande européenne sur le Spoutnik, ça veut dire que donc, commercialement, nous pourrions passer des commandes. La seule chose, c'est que je n'ai pas le droit de l'administrer et qu'il faut que la haute autorité de santé donne son feu vert. Mais vous pourriez passer des commandes. Mais je peux passer des commandes. Ce que vous avez fait, vous avez passé européenne. Des précommandes. Aujourd'hui, j'ai simplement un accord avec les réseaux. Vous savez, c'est comme les masques. Je vous rappelle qu'au mois de mars sont des précommandes, 2020, on a fait venir 50 tonnes de matériel qu'on est allé chercher sur tous les continents, affréter des avions cargo pour le faire, et l'État ne disait pas quelques mots que ce soit pour s'y opposer, parce que nous apportions une réponse. Aujourd'hui, nous sommes en capacité d'apporter aussi des réponses dans ce domaine. Donc, vous avez passé des précommandes, Christian. Eh bien, on peut le considérer comme tel. J'ai compris. On peut le considérer comme tel. Le 15 juin sera disponible un certificat sanitaire européen. Je sais que vous le demandiez. Pourquoi tendre le 15 juin? Pourquoi moi, je suis en faveur d'un pass sanitaire tout de suite. Tout de suite? Oui, tout de suite. Pourquoi? Parce que avoir un pass sanitaire sur lequel figureraient à la fois ceux qui ont été vaccinés, ceux qui ont un test PCR de moins de 72 heures avec un QR code pour vérifier auprès du laboratoire que ce ne soit pas un faux, avec un test sérologique, avec une immunité dont vous disposeriez parce que vous avez depuis moins de 3 mois eu la Covid, permettrait tout de suite de libérer un certain nombre d'activités au plan culturel, au plan commercial. C'est-à-dire ne pourrait, par exemple, entrer, je sais pas moi, dans un cinéma ou aller au restaurant ou venir à Nice que des citoyens étrangers européens munis de ce pass, ou français munis de ce pass sanitaire. Français munis de ce pass sanitaire. Et la condition, naturellement, serait que vous n'ayez à aucun moment refusé
d'être vacciné. Oui. Car naturellement, celui qui refuserait de rentrer dans cette politique proposée par le gouvernement d'être vacciné, je ne dis pas de ne pas avoir été vacciné. Oui. Je dis refuser une convocation ou une invitation à se faire vacciner. Mais c'est la vaccination obligatoire. C'est presque de la vaccination obligatoire, non? Ça veut dire que vous acceptez de plus participer à un certain nombre d'activités où vous pourriez être contaminant. Bien. Les élections régionales et départementales, est-ce qu'il faut les maintenir en juin? Lorsque je lis la liste des recommandations qui sont faites par le Conseil scientifique hier, vote par correspondance, Internet, peut-être étalé sur plusieurs jours, par tranche d'âge, sur des tranches d'heures, etc., en extérieur et pas dans des écoles. Je me dis que c'est très complexe, mais il faut consulter naturellement pour que la démocratie soit respectée. Attendez, c'est très complexe, il faut consulter. Vous dites quoi? Il faut les reporter ou pas? Il faut soyons directs, Christian Estrosi. Je vous dis, les recommandations, tenir les recommandations du Conseil scientifique, ça me paraît extrêmement difficile. Donc il faut les reporter. Si l'on suit les recommandations du Conseil scientifique, ça veut dire report. Aujourd'hui, de toute évidence, c'est pas très raisonnable de les maintenir à partir de ce rapport du Conseil scientifique qui dit que si des conditions par rapport à leurs recommandations ne sont pas respectées, il y a un danger. La préoccupation reste de protéger les Français. Moi, je ne suis pas pessimiste. Je suis plutôt optimiste sur le fait que nous aurons pendant l'été à peu près 2/3 d'immunité dans notre population et que des conditions seront beaucoup plus réunies à l'automne prochain. Vous êtes optimiste et vous dites après la crise, à la sortie de la crise, nous allons... au moins dans ma région, c'est ce que vous dites, voir un boom économique, constater un boom économique incroyable. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Naturellement, 70% de mon temps aura été consacré au cours de ces 12 mois à protéger mes populations, mes administrés, être près d'eux pour sauver le plus de gens possible de la maladie ou de la disparition. Mais en même temps, tout le reste, je l'aurais consacré à préparer la relance. Et le gouvernement français a signé avec l'Union européenne un très bon plan de relance économique. On regarde toujours si c'est plus vert ailleurs, mais je crois que c'est en France qu'on soutient le plus nos entreprises pour traverser la crise, y compris les activités culturelles d'ailleurs, auxquelles je suis très très attaché. Et en même temps, les collectivités qui sont ambitieuses sur les 3 volets du plan de relance, que ce soit la cohésion sociale, la transition écologique ou que ce soit la compétitivité, peuvent disposer aujourd'hui de moyens importants de l'État. Je vais signer dans quelques jours, avec le Premier ministre, un plan de relance de près de 2,5 milliards à engager dans les 3 ans. Je suis prêt. Dans la métropole. Et donc, je suis à partir de là, c'est pour ça que je vous dis que je suis pessimiste pour les jours qui viennent naturellement, mais que naturellement, ce sont des signes qui me permettent de penser que nous allons avoir un rebond économique sur les territoires ambitieux, pas ceux qui ont choisi la décroissance, je pense à Bordeaux, à Lyon, à tous ceux qui aujourd'hui ne souscrivent pas à ces politiques-là. Mais territoires verts, mais ceux qui visent la création de l'emploi par l'innovation, par la transition écologique, faire de l'écologie un moteur de relance de l'économie et de l'emploi, c'est ce que nous faisons. Bien. Et donc, je vois le nombre et d'industriels, d'acteurs du tourisme, notamment dans l'hôtellerie, qui viennent chaque semaine vers nous pour dire c'est chez vous qu'on veut investir, eh bien je crois que de ne pas avoir été timide pendant cette période, de soutenir son tissu économique, eh bien doit à la sortie aussi nous permettre d'avoir un rebond. Voilà pourquoi j'ai aussi de l'optimisme pour la sortie. La présidentielle, c'est parti à droite, candidature déclarée de Xavier Bertrand. Est-ce que sur les marchés de Nice ce week-end, on a beaucoup commenté cette candidature ? Bon, je pense que le temps n'est pas aux campagnes, quelles qu'elles soient départementales, qu'elles soient régionales, qu'elles soient présidentielles. Regardez, il y a aujourd'hui d'abord des dégâts psychologiques importants et qu'il va falloir réparer, qu'il faut prendre en charge, que nous prenons d'ailleurs en charge avec des cellules aujourd'hui où nous essayons, par le sport, par la sophrologie, par l'encadrement, par la communication, par l'échange, par les visites à nos anciens, de pouvoir, et aussi chez les plus jeunes, chez les étudiants,
tant d'entre eux sont frappés. Donc, je disais, pendant la campagne présidentielle, à François Fillon, que je soutenais au premier tour, tu sais, François, c'était son premier meeting et il se tenait à Nice, d'ailleurs. C'était en janvier 2017. Si on mettait un peu de social dans le programme, ce serait pas un gros mot, le mot social. Et donc, j'ai envie de dire aujourd'hui que quelles que soient les candidatures à venir, et les Français n'ont pas du tout leur esprit à quelque campagne que ce soit, mais ceux qui veulent s'engager pour 2017 doivent d'abord être aussi préoccupés par la condition humaine et la situation sociale dans laquelle nous retrouvons notre pays. Xavier Bertrand, lui, s'est engagé dans la course à la présidentielle. Il s'est engagé, vous allez le suivre ? Je ne vais pas vous dire ici que les Français n'ont pas l'esprit à la campagne électorale pour vous dire que ce soit pour les départementales, les régionales ou les présidentielles que je vais commenter. S'est-il engagé trop tôt ? À l'égard de qui que ce soit. Voilà. S'est-il engagé trop tôt ? Écoutez, je suis un homme libre. Je m'occupe des miens. Je m'occupe de ma ville. Et quand on sera sorti de tout ça, je prendrai des positions claires et je jugerai de ce qui permettra aux Français et à la France. Je suis pas pour quelqu'un, je suis pour mon pays. Je suis gaulliste. Position claire. Je suis pour la France. Je suis pour une relance industrielle et sociale qui permette à notre pays de retrouver toute sa cohésion. Et c'est ce qui comptera le plus dans ma réflexion. Alors, position claire, 2 questions sur la présidentielle. Tout de même, David Lisnard est votre voisin. Désolé, vous avez vraiment envie de me faire rentrer dans un débat dans lequel je ne rentrerai pas de toute façon. Mais est-ce qu'il a l'étoffe d'un président ? Je vous pose la question sincèrement, simplement et honnêtement. Je ne serai désobligeant à l'égard de personne. Oui. Je respecte chacun, sa volonté d'agir, de prendre des initiatives. Il en prend de très bonnes pour sa ville de Cannes. Voilà, j'ai de la considération et du respect pour lui, comme pour beaucoup d'autres. Vous savez, s'engager dans la vie publique, là où de plus en plus de gens de grande qualité peuvent être découragés pour un environnement judiciaire, réglementaire, les lourdeurs auxquelles on est confronté, les choses qu'on n'arrive plus à bousculer, les réformes qu'on n'arrive plus à faire. C'est bien qu'il y ait encore des gens qui s'engagent. Est-ce que politiquement, certains le disent, Emmanuel Macron est en train de s'effondrer ? J'ai lu ça, de s'effondrer politiquement. Je ne suis pas du tout certain de cela. Je pense que aujourd'hui, plus que de souhaiter l'effondrement du président de la République, il faut souhaiter la réussite de son pays. C'est notre devoir dans l'immédiateté. Pour moi qui regarde toujours une ligne d'horizon. Et si la France réussit d'ici les élections présidentielles, est-ce qu'on va se plaindre du fait qu'on a sauvé des emplois, qu'on a sauvé notre économie, qu'on a réussi à sortir de l'économie ? En tout cas, moi, je ne m'en plaindrai pas. Et je ne souhaite pas l'échec de mon pays. Bien. Lors des réunions organisées pour débattre des discriminations raciales, les personnes blanches doivent se taire, a dit samedi Audrey Pulvar, candidate socialiste à la présidence de la région Île-de-France. Alors, est-ce qu'Audrey Pulvar légitime le concept de race à travers ses propos, selon vous ? C'est une faute grave. Voilà. Il ne peut pas y avoir un racisme plus à l'égard de qui que ce soit, et quelle que soit sa couleur de peau, son origine culturelle. Voilà, c'est pas l'idée que je me fais de mon pays, ça n'est pas l'idée que je me fais de la France. C'est un propos raciste pour vous ? C'est un propos en tout cas très réducteur. Je trouve ça très regrettable pour le débat démocratique, pour moi qui ai toujours voulu qu'il y ait un respect par rapport à une origine culturelle. Ce qui fait notre force, c'est d'être égaux parce que nous sommes français. On est français. Je suis gaulliste et quelle que soit son origine culturelle, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa condition sociale, eh bien chacun a droit à une égalité des chances et chacun a droit à le respect de son prochain. Et donc se positionner de cette manière où il y aurait certaines catégories de Français par rapport à ces différentes origines me semble être en total décalage avec les valeurs de la République, en tout cas celles qui sont les miennes. Et que dites-vous ce matin à la maire de Strasbourg qui souhaite voter une subvention à l'association Miligorus pour construire la plus grande mosquée d'Europe ? Qu'on ne doit avoir aucune complaisance avec l'islam radical et politique en quelque circonstance
que ce soit, et c'est une faute extrêmement grave. J'ai moi-même imposé il y a 6 ans une charte de respect des valeurs de la République pour accorder la moindre subvention à une association sportive, culturelle, qui, si elle n'est pas respectée, conduit immédiatement à la suppression de la subvention ou à l'équipement municipal qui a été mis à disposition pour pratiquer du sport, de la culture ou une activité quelle qu'elle soit. Voilà pourquoi je lui demande de revenir. Là aussi, ça n'est pas parce que l'Alsace a des... Où l'association signe la charte. un statut un peu particulier, oui, vous le savez, concordat, dans notre oui. droit, Oui. qu'on doit accepter cela. Où l'association signe la charte, où il n'y a pas de subvention, si je comprends bien. En plus, je crois savoir que c'est une association qui mérite d'être dissoute plus qu'autre chose. Vous demandez sa dissolution. Oui. Oui. Coupe du monde de foot Comme au d'autres Qatar. d'ailleurs. Comme d'autres. Coupe du monde de foot au Qatar, décembre 2022, faut-il boycotter ? Non, parce que là aussi, vous savez, le Qatar oui. a signé avec l'Arabie Saoudite, avec le Bahreïn, avec les Émirats. Les oui. accords d'Abraham, au mois de janvier dernier, ces fameux accords avec Israël, qui fait que désormais, face aux menaces nucléaires, et à l'Iran notamment, et aussi en matière économique, pour la première fois, alors qu'on imaginait ça impossible. Regardez, nous qui avons toujours été fragiles, faibles entre l'autorité palestinienne, Israël, moi qui considère qu'Israël doit être un très très grand partenaire, la France est un peu en dehors de tout ça. Moi, je travaille beaucoup avec des startups israéliennes, notamment sur la Safe and Smart City à Nice, sur la sécurisation de mes espaces publics, et dans bien d'autres domaines universitaires, sanitaires. J'ai un accord entre le CHU de Nice et l'hôpital Hadassah à Jérusalem. Et je vois la qualité de nos relations. Qu'aujourd'hui, le Qatar se soit intégré à ces grands accords pour que la paix soit là, pour que l'on se protège des menaces nucléaires de l'Iran. Aller sur une Coupe du Monde de foot, les montrer du doigt, ne me paraîtrait pas raisonnable. Malgré 6500 morts. Enfin, selon les enquêtes. Hein. Les chiffres. Nous devons être là pour contribuer, justement, par le dialogue, à faire avancer les choses dans nos relations, plus qu'à critiquer et à rentrer dans une adversité qui est dangereuse pour l'avenir. Merci Christian Estrosi d'être venu nous voir. RMC et BFM TV, 8h56.